Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside et vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume et on analyse les émissions phares de la WWE. Et pas seulement. On se retrouve cette semaine pour parler du SmackDown du 19 février, toujours dans le Thunderdome du Tropicana Field Center de Saint Petersburg en Floride. Pour m'accompagner, pour analyser le fameux show bleu, mon ami Raphaël. Comment ça va, Raphaël ? Ça va bien, ça va bien. Bonjour Ringside, bonsoir, puisque nous sommes le soir, nous chroniquons après dure journée de travail ou de week-end. Mais écoute, ça va bien. Et puis c'est un go-home show, hein. On est chaud là. Ouais, quelque part un SmackDown historique, hein, puisque c'est le dernier avant l'Elimination Chamber de ce week-end. Qui va être historique. Qui va être historique. Hein. Il y a quand même chacun des champions de la WWE qui doit défendre son titre dans la chambre d'élimination, pardon. D'un côté, Drew McIntyre pour Monday Night Raw et de l'autre, Roman Reigns. On vous fera les pronos de l'Elimination Chamber en fin d'émission, après qu'on ait fini d'analyser ce magnifique SmackDown de cette semaine. Tout à fait. Restez connectés. Restez connectés. Et d'ailleurs, si vous nous découvrez sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un pouce et puis mettez un commentaire aussi, tant qu'on y est. On vous remercie d'avance. Allez, on démarre le show. On va parler catch pendant 1 heure, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris. Allez. Et c'est bien Edge qui démarre ce petit SmackDown. Alors, il est en mode speakerine, hein, il nous explique un peu les tenants et les aboutissants de l'Elimination Chamber. Il s'est toujours pas décidé sur qui va affronter cette espèce de fiotte là. Mais heureusement, Roman Reigns débarque. Roman Reigns, le patron, toujours accompagné de ses larbins Jey Uso et son avocat Paul Heyman. Son entrée, elle dure bien 10 minutes, hein, Roman Reigns quand même. Il est copieusement hué par la foule, ou du moins par les enregistrements de foule, hein, du Thunderdome. Parce qu'on rappelle qu'il n'y a toujours pas de public, c'est toujours par écran interposé qu'on voit les téléspectateurs. C'est un peu un remake cheap du This Is My Yard Now, hein, le lendemain de sa victoire contre l'Undertaker, quand il avait mis au moins dû attendre 10 minutes pour pouvoir en placer une, tellement la foule le huait. Il essaye un peu de refaire le même truc, mais en beaucoup c'est moins pas beau, pareil hein. quand même. Non, c'est quand même pas... Voilà, pas convaincant. Bon, alors il va aller discuter avec Edge tout de suite. Il lui dit, écoute, là t'essayes de choisir, mais il n'y a pas de choix, hein, c'est assez simple. Soit tu vas affronter un main eventer, celui qui gagnera l'Elimination Chamber du côté de Raw, soit tu affrontes le main event. Tu affrontes Roman Reigns, qui a main eventé moins 5 ou 6 ou 7 fois WrestleMania. Le choix, il est vite fait, hein, si tu veux. Edge là-dessus, il dit écoute, t'as l'air bien sûr de toi, mais en fait, la vérité, c'est que t'as besoin de moi pour le main event de WrestleMania. Tous les autres, Kofi, Kevin Owens, AJ Styles, tout ça, c'est des main eventers. Ils peuvent main eventer Mania tout seuls. Toi, t'as besoin de moi. On voit l'insécurité dans tes yeux. Voilà, en gros, il raconte n'importe quoi, Edge. Ensuite, ça parle un peu de respect. Mais heureusement, Sami Zayn débarque. Et il nous explique que c'est lui, le vrai danger. Notre bon ami Sami Zayn, il s'est imposé dans le main event malgré les réticences de la WWE. C'est un vrai rebelle, hein, puisque l'establishment ne veut pas de lui dans le main event de Mania. Il va quand même y aller de force en passant par l'Elimination Chamber. Et maintenant, c'est son moment. Il veut être filmé en train de pointer son doigt vers la pancarte WrestleMania. Il y a toujours son crew, hein, son équipe de réalisateurs là, et de caméramens pour filmer son documentaire là, sur son combat effréné contre la WWE et le système en place. Donc il commence à se faire filmer, mais il se fait sécher par un super kick de Jey Uso. Jey Uso, donc le bras droit de Roman Reigns, le cousin de Roman Reigns, l'ancien champion tag team, qui est aussi en liste dans l'Elimination Chamber. Donc voilà, Sami Zayn est séché. Et Roman Reigns, là, il fait un truc un peu bizarre. Il va donner sa ceinture à Paul Heyman. Il va s'approcher de Edge face à face et lui chuchoter quelque chose à l'oreille. On ne saura pas quoi. Du moins, moi, j'ai pas entendu. Je sais pas si toi, t'as entendu.
Mais Edge reste de marbre, crispé, pendant que Roman Reigns va récupérer sa ceinture et retourner au vestiaire. Voilà, Edge qui n'a pas fait son choix, Sami Zayn qui se fait sécher par Jey Uso et Roman Reigns qui reste le patron. Qu'est-ce que tu as pensé de toute cette promo de d'opener de Go Home Show? Ouais, c'est un peu et on en est qu'au début, hein, parce que là, ça va être le gros fil rouge du show bleu. Mais alors Edge, déjà, il a pas fait son choix. Bon, il a tout à fait raison, hein. Par contre, il arrête pas de nous dire qu'il a pas fait son choix et et entre les 2 Elimination Chamber plus le fait qu'ensuite Roman Reigns affronte le vainqueur de l'Elimination Chamber de SmackDown, il a 13 candidats potentiels et il va passer sa soirée à nous dire ça, que ah bah dis donc, il y a beaucoup de choix. Oui, d'accord, ok, mais c'est bien, on l'avait compris, hein, c'est le principe. Et comme tu l'as dit, très justement, il dit un peu n'importe quoi, parce que dire à un mec qui a main eventé 4 fois à WrestleMania, ouais, t'as besoin de moi, j'ai l'impression que le Edge là, je sais pas si c'est à force d'affronter Randy Orton, mais ça s'est un peu tout secoué là-dedans. Je sais pas s'il entend des voix, ouais, un petit peu le melon, un peu de manque de cohérence et de manque de lucidité. Surtout que, mais ça personne ne nous le dira, mais je le rappelle au passage, il semble bien qu'on soit parti pour un nouveau WrestleMania à 2 soirs, donc il y a quand même la place pour 2 main events. Calmez-vous les gars, il peut y en avoir pour tout le monde. Sinon, moi j'ai bien aimé le moment où Roman Reigns s'approche et où vient lui chuchoter à l'oreille, même si on comprend pas et on saura jamais ce qu'il a dit. Je pense que c'était juste pour créer cette tension là. Il est fort, hein. C'est comme quand il était en plein match contre Jey Uso là, qui lui parlait, qui lui chuchotait, qui lui. Non, là pour ça, Roman Reigns il est à l'aise. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé le passage de Sami Zayn, très court, mais parce que je m'y attendais pas en fait, et je trouvais que ça a ronronné un peu le duo Edge Roman Reigns. Alors que Sami Zayn vient un peu secouer tout ça, c'était pas mal. Après, bon, il fait partie de tous ces énièmes connards et on en a pas fini, qui vont nous pointer du doigt le cycle de WrestleMania. Ça ne sert à rien, hein, les amis. Pointer du doigt le cycle de WrestleMania vous fera pas gagner à WrestleMania. Donc, mais bon, si ça vous amuse, c'était un beau petit passage, ce petit passage de Sami Zayn, j'ai trouvé. Ouais, Sami Zayn plutôt en forme, toujours le patron Roman Reigns. Ouais, le petit coup du chuchotage à l'oreille, moi ça m'a rappelé quelque chose qui a rien à voir avec le catch, mais c'est pour ceux qui connaissent les Marvel Comics, il y a une saga qui s'appelait Original Sin, je crois, assez récente, hein, où Nick Fury va chuchoter à l'oreille de Thor quelque chose, on ne sait pas quoi, et c'est tellement puissant ce qu'il lui raconte que Thor en perd le contrôle de Mjolnir, parce qu'il faut le marteau qu'il a Thor, pour pouvoir le porter, il faut en être digne. Et Nick Fury lui glisse quelque chose à l'oreille qui le perturbe tellement qu'il ne peut plus être digne de Mjolnir. Ça m'a rappelé un petit peu ça. J'aime bien quand on s'inspire un peu d'autres trucs que. Bon, après, je sais pas si on aura effectivement une finalité à tout ça, on saura qu'est-ce qu'il lui a dit. C'était peut-être juste fait pour remplir un petit peu le segment et puis avoir une sortie un peu classe de Roman, effectivement. Ah, c'était classe, hein, là. Paul Heyman sert à quelque chose, au moins il porte la ceinture aussi. Exactement. Voilà. Que le pauvre. Bon, il aura droit à son petit moment ce soir, Paul Heyman. Oui. Même si c'est très, très limité. Alors, le programme de la soirée nous est annoncé en main event 3 contre 3. D'un côté, les gentils de l'Elimination Chamber, c'est-à-dire Kevin Owens, Daniel Bryan et Cesaro. Et de l'autre, les méchants, Jey Uso, King Corbin et Sami Zayn. Et on aura aussi Ding Dong Hello, le petit segment présenté par Bayley. Elle reçoit ce soir Nia Jax et Shayna Baszler, les championnes tag team. Donc inutile de dire que là, on a envie de zapper quand même. Ah, on a l'eau à la bouche. Ah, on a l'eau à la bouche, pardon, je confonds toujours les deux. Alors, une petite pub pour le theme song de Elimination Chamber, qui est joué par le groupe Reckless, mais quand même Tom Morello à la guitare, c'est pas n'importe qui, Tom Morello. Tiens, si on parlait de Biggie. Allez, il mange dans son canapé, à côté des commentateurs. Il a un bas remous pour les pieds. Tout ça, ça craint. Et ce soir, il va regarder Nakamura affronter Apollo Crews, Shinsuke Nakamura de son prénom. Donc, on a un petit peu avant le match une interview d'Apollo qui est interviewé par Kayla Braxton. Il nous dit qu'il est un descendant de la royauté nigérienne, si j'ai bien compris,
et que si Biggie lui avait parlé comme il lui a parlé la semaine dernière, on lui aurait déjà coupé la langue. Voilà. Et puis il va dire ce soir il va casser la gueule de Nakamura, hein, tout simplement en gros. Donc ça commence à se battre entre les deux. Apollo est toujours costaud. Nakamura il est face. Et à un moment donné, Apollo va envoyer Nakamura sur Biggie. Donc Biggie va se lever et dire qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal tout ça. Et le match continue quand même et Nakamura va réussir à gagner avec une espèce d'armbar modifiée en petit paquet. Là, il va piéger Apollo vraiment coincé au sol dans une manière assez originale. Apollo est mauvais perdant, il va tabasser Nakamura après le match. Et alors là, il y a Biggie qui va s'interposer. Il dit tu te calmes maintenant, tu te calmes, parce que Apollo il veut quasiment écraser les escaliers de fer sur Nakamura. Alors Apollo l'en empêche. Il lui dit tu rentres au vestiaire, ça se termine maintenant. Apollo il gueule un peu, tu te dégages de mon chemin, tout ça, mais il finit par accepter. Il pose l'escalier de fer par terre. Biggie va aller au chevet de Nakamura, mais Apollo, ce traître, cette vipère perfide, va récupérer les escaliers de fer et attaquer dans le dos Biggie et en même temps, dans la foulée, défoncer Nakamura. Grosse corde à linge sur Nakamura pour l'expédier dans le décor. Et Biggie, évidemment, il a mal pris le coup d'escalier, il est bloqué au sol. Apollo va remettre Biggie dans le ring. Il va récupérer encore les escaliers de fer pour les écraser une bonne fois sur Biggie. Il est interrompu par l'arbitre qui lui dit non, fais pas ça. Biggie qui arrive visiblement pas à se relever, il a pris apparemment un sale coup dans la colonne, il se roule jusqu'à l'extérieur du ring. Et là, une fois que l'arbitre a le dos tourné, Apollo va récupérer une dernière fois les escaliers de fer et les jeter sur Biggie qui est au sol. Mais alors tout ça, c'est hors champ en quelque sorte. On ne voit pas Biggie puisque c'est filmé du côté hardcam et que Biggie est tombé de l'autre côté. Donc on ne voit pas Biggie, on voit juste Apollo jeter les escaliers de fer sur ce qui semble être Biggie à terre. Merveille de la mise en scène, effectivement. Et après la pub, on a l'équipe médicale qui va évacuer Biggie, encore une fois, sur une civière. Il n'y a pas si longtemps, suite à une altercation avec Sheamus dans un parking, il a déjà dû aller à l'hosto. Et bien ce soir, c'est rebelote. Qu'est-ce que tu as pensé de cette folie furieuse d'Apollo, là? Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Le coup de la civière, très honnêtement, j'ai trouvé ça de trop. C'était hyper long, cette fin. Autant, alors il y a des trucs que j'ai bien aimé, il y a des trucs que j'ai pas trop aimé. Biggie qui donc commentait le match, un parti pris résolument anti-Apollo Crews. Voilà, il arrête pas de dire Apollo Crews, je l'ai battu 3 fois en 6 semaines, c'est fini, qui dégage, moi je veux Nakamura. Il vend bien le japonais, moi je veux c'est un champion du monde potentiel, tout ça. Bon, pourquoi pas, mais Biggie étant plutôt dans un trip un peu babyface rigolo, c'est pas terrible, je trouve, de jeter un peu comme une merde le pauvre Apollo, qui est tout saillant, tout en muscles, tout luisant. Il est quand même assez impressionnant. La rencontre in-ring a été assez courte, plaisante, mais assez courte. Le finisher, moi j'avoue, j'ai pas trop compris. C'est une espèce de petit paquet armbar, soumission qui a fini par faire un tombé. C'était un peu bizarre. J'ai beaucoup aimé leur dialogue là avec Biggie, justement, quand effectivement Biggie en vrai patron regarde Apollo et lui dit go away, casse-toi, dégage, laisse-le tranquille. Là il y avait une vraie intensité et Apollo Crews qui lui disait mais dégage de mon chemin, laisse-moi passer. Enfin là c'était tendu, on aurait dit un peu du Roman Reigns là. C'était vraiment des combats de regard et de la grosse autorité et du charisme. Par contre, après, comme tu l'as dit, là, le petit coup d'effet spécial pour qu'on voit pas que on lâche un escalier sur Biggie, mais du coup, Biggie, donc, on sait bien qu'il l'a pris, mais en fait, non. Et puis bon, en fait, le coup de la civière, c'est un peu, c'est un des enfants qui crie au loup de la WWE, c'est-à-dire ça serait hyper scotchant. Bon, bah là, je sais pas, il faut un très bon, mais tous les combien on voit un mec qui perd. Et en plus il y a des mecs qui sont des abonnés de la civière comme Biggie, ça a pas trop fonctionné sur moi. En plus c'est toujours pareil, là, ils lui foutent une minerve, il l'embarque sur les voilà, puis on a vu Sonya Deville, tout ça qui faisait un petit non, moi j'aurais fait le tabassage, mais la civière je trouve que ça apporte rien, c'est un peu too much. Mais sinon je suis d'accord, voilà, Apollo énervé, pourquoi pas, ouais.
Ouais, Apollo énervé, pourquoi pas, comme tu dis. Mm. Surtout que c'est le vrai champion US, hein, je le répète, intercontinental, puisqu'il avait battu Biggie dans un match. Ouais. Mais ils ont restarté le match, je ne sais pas pourquoi, toujours. Ouais, non, voilà, non, bah, ça fait du bien de voir Apollo Crews un peu gonfler les muscles et puis partir dans un personnage de heel, hein, effectivement. Biggie, son push, c'est toujours délicat. Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est pas le voir voilà, s'acharner sur Apollo Crews. Finalement, t'es content qu'Apollo Crews lui mette une petite branlée derrière, quoi. Hein. Ouais, presque. C'est pas. Surtout que c'est un peu le moment de Biggie, donc ce serait dommage que ce soit Apollo Crews qui bénéficie du push à sa place, quoi. Enfin, ce serait dommage. C'est bien pour Apollo, hein, mais on attend tellement de Biggie que. Ouais, il y a peut-être un truc à venir, hein, Apollo. On l'a vu tâter un peu du canapé de Roman Reigns ces temps-ci. Enfin, quand je dis ça, en tout bien, tout honneur, mais. Donc. Ouais. Peut-être. Moi, j'ai des visions là qui m'arrivent. Ouais. Ouais, bah oui. Ouais, bah on va voir hein, ce que ça donne. Ça reste quand même assez intéressant. Après, ouais, c'est l'exécution qui est pas parfaite, on va dire. Donc, à voir. Ouais. Suspense. Suspense. On a déjà eu, oui, la semaine dernière, c'était déjà le triple threat entre les trois là. Non? Ouais, je sais, Oui. tu m'en demandes beaucoup. C'est pas possible. Allez écouter notre émission de la semaine dernière pour voilà. en avoir le cœur net. Mais de toute façon, ça va se décider entre Biggie et Apollo. Mais quid de Nakamura aussi dans cette histoire. Mais on peut pas pusher tout le monde en même temps. Mais... ouais. C'est un peu la même configuration que Raw, hein. Ça se ressemble beaucoup avec Riddle, Lashley et Keith Lee. C'est un peu ça. C'est un challenger qui s'accroche là. Riddle, c'est un peu Apollo Crews. Et puis un autre qui débarque et qui a l'air meilleur, Keith Lee, Nakamura. Ouais. C'est un peu la même idée. C'est vrai qu'on est un peu dans le même délire. On verra bien. Hein. Donnez-nous un triple threat. Hein. Surtout que Nakamura il est un petit peu en forme en ce moment. Là. Il déroule un petit peu son catch. Là. N'hésitez pas. Seth Rollins est de retour. Il comprend Biggie, il compatit. Hein. Biggie, lui aussi, il a été trahi. Il a été abandonné par tout le monde la semaine dernière. Là. D'ailleurs, il a les images. Il nous repasse les images de la semaine dernière. On se souvient que Cesaro, après le speech de Seth Rollins, un speech de retour, là, où il a dit j'ai changé, j'ai eu un fils et tout ça, pour finalement repartir dans ses mêmes travers habituels. Et il fait un speech devant tout le roster de SmackDown. Tout le roster de SmackDown était parti, à l'exception de Cesaro, qui restait un petit peu pour se foutre de la gueule de Rollins. Et Rollins a attaqué Cesaro. Voilà, ça c'était la semaine dernière. Et donc Rollins, il nous explique qu'il est traumatisé par tout ça, qu'il va porter plainte contre la WWE. Il a décidé de lancer un mouvement, un grand mouvement, et le perdant dans cette histoire, c'est Cesaro. Cesaro, c'est un loser. Il a gâché le retour de Seth Rollins la semaine dernière. Donc maintenant, Rollins, il s'en lave les mains de tout ça. C'est le mouvement qui est en marche. Nous sommes puissants, on va changer les choses. Épouser la vision de Seth Rollins. Le mégalomane Seth Rollins de retour avec sa musique Burning Down. Je crois que c'était déjà le cas la semaine dernière. Ouais. Voilà, ça te plaît, ce Seth Rollins, psychopathe, là? Alors moi, je suis un des très rares, si je regarde un peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux, je suis un des très rares à regretter ce retour à la musique de Burn It Down. Ah bah, je suis de ton avis, hein, moi. Hein. Je trouve aussi que toi, t'étais mieux. Hein. Eh ben, je la trouvais vachement bien elle cadrait vachement bien au côté Messi, elle était christique. Alors là, il est parti sur autre chose encore, on dirait, hein, donc peut-être que il stat. Style vestimentaire assez rigolo, là, en peignoir, Bobby Roode style. Je suis un peu inquiet là. Je suis un peu inquiet parce que l'angle du procès, de l'avocat, du machin, c'est le genre de truc qu'on n'aime pas trop à la WWE, hein, qu'on sait pas trop bien faire, on sait jamais comment s'en sortir. Hein. Ouais. Moi, ça me rappelle des Big Show qui portent plainte contre l'autorité pour harcèlement ou je sais plus ce qu'il y a eu d'autre. Daniel Bryan qui avait dû demander un avocat. Il y avait David Otunga qui servait d'avocat un peu à tout le monde à une époque là. Enfin bref, je vois pas trop d'où il sortirait ça. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ces mecs. On en a eu déjà plusieurs dans la carrière WWE. Ces mecs qui disent qu'ils ont un plan. Donc là, il a eu une vision. Alors, il appelait ça... mais ils expliquent jamais, en fait. Moi, j'aime bien quand
Par exemple, j'aimais bien Drew Gulak à 205 là quand il parlait du point wrestling là, du catch. Il faut arrêter de faire du catch spectaculaire. Bon, ben en fait, il essayait d'être leader d'un clan, mais il y avait un plan. Alors que là, Seth Rollins, c'est un peu Beau Dallas qui dit Bolive à tout le monde. C'est ouais, partager notre vision, mais c'est quoi de ta vision, mec? J'ai envie qu'il nous explique un peu plus. Si c'est juste taper tout le monde qui rigole un peu quand tu expliques ta vision, ça va pas bien loin. Pourtant, il y a du potentiel dans ce Rollins qui est un peu le même qu'il y a 3 mois, mais visiblement dans une certaine progression. Donc il y a une constance, ils y croient, ils y mettent les formes, ils y mettent du temps. Voilà, il a passé des mois à tabasser la famille Mysterio en nous disant Rey Mysterio et l'agneau sacrificiel, tout ça. Au final, si pour moi, si je veux y croire et si ça m'intéresse, c'est qu'il faut qu'il y ait une progression et il faut qu'il y ait un plan concret. Là, si ça continue à nous baragouiner, s'il dit la vision au lieu de dire le greater good, c'est un peu la même chose, quoi. Donc j'ai un peu peur que ça soit vite lassant. Donc je suis un peu content de revoir Seth Rollins, mais quand même un peu inquiet. Hein. Je sais pas toi si l'angle procès, tout ça. Hein. Je suis un peu dans le même état d'esprit que toi. J'espérais vraiment que Cesaro débarque pour le tabasser avant la fin de son speech. Et non. Mais non, il n'est pas venu. Et effectivement, on est un peu le Messi qui a plus de partisans avec lui. En plus, ouais. Ouais, donc ça peut vite tourner court. Effectivement, les angles de procès, etc. Soit ils ont une idée originale pour le traiter, soit c'est pas la peine trop de le faire. Là, clairement, c'était un. Allez, on te donne le micro 5 minutes, c'est Rollins, et puis on fait un petit peu de remplissage, quoi. Hein. Ouais. Ça génère rien de plus que par rapport à la semaine dernière. Moi, je suis quand même très impatient de voir le Seth Rollins contre Cesaro. Ah, ça oui. Mais il aurait fallu une bonne altercation ce soir, je pense. D'ailleurs, j'en reparlerai de Cesaro en fin d'émission. Quand on est comme ça en plein push, il y a des choses à faire quand même. On peut pas laisser passer des semaines comme ça où le mec ne fait rien, en fait. Hein. Ouais. Un mec qui fait des choses, c'est Edge, hein, puisqu'il vient voir Kevin Owens. Ils discutent, ils sont bien copains. Voilà, j'ai rien tiré de plus de cette entrevue. On emmène Biggie dans un institut médical. C'est-à-dire qu'ils ont mis bien 20 minutes quand même pour se décider à l'emmener. C'est seulement à ce moment-là qu'il... Ouais. Seulement à ce moment-là qu'il l'emmène dans l'ambulance. Et puis, on a le Riot Squad qui affronte Tamina et Natalya. Elles n'ont pas le droit à leurs entrées, pas de musique, rien, ça commence. Elles sont déjà dans le ring. Tout juste si le match n'a pas déjà commencé. Donc, Riot Squad d'un côté, Liv Morgan et Ruby Riot. Contre Tamina et Natalya, donc. Il y a Billie Kay qui débarque avec des petites oreilles de chat sur la tête, là. On vous rappelle que Billie Kay, elle cherche des partenaires depuis un bon moment. Donc le match se déroule. Natalya finit... Non, c'est pas Natalya, c'est Tamina qui finit par écraser Ruby Riott au sol, après une petite altercation là à l'extérieur. Petite diversion. Billie Kay vient célébrer la victoire avec Natalya et Tamina, mais finalement Tamina lui casse la gueule. Une mauvaise soirée pour Billie Kay. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée d'avoir mis Natalya et Tamina ensemble. Ça fait un peu une technicienne avec une powerhouse. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ce match qui n'a pas grand intérêt. Mais... Non, oui, effectivement, c'est une alliance de vétérans en plus, donc ça fait une tag team solide. De toute façon, ça fait 1 an et demi que la division féminine, la low card, c'est mettre des filles en tag team, comme ça fait toujours un peu de profondeur à la division tag team et des ceintures, tout ça. Mais pour moi, le Riot Squad, ça m'intéresse jamais, et là, pas plus. Voilà, donc Billie Kay, elle fait un cosplay. Alors en fait, elle avait un t-shirt de Tamina, si j'ai bien compris. Et puis les oreilles de chat, c'était référence à Natalya, donc c'était un peu pour essayer de rentrer dans la team Natalia Mina ou Tamitalia, je sais pas comment on va les appeler. Bon, c'est pas, non, ça m'intéresse pas beaucoup en vrai, donc j'ai pas grand chose à en dire. Ouais, c'est vrai, on peut pas passer 2 heures là-dessus. Moi j'aime bien Billie Kay, elle me fait marrer, donc. Ah ça oui, oui. C'est les petites 5 minutes de Billie Kay, bon, ça va, ça me plaît bien. Ouais, Ruby Riott, elle botche encore pas mal, hein, Ruby Riott. Oui, oui. Pas m'acharner sur elle, mais quand même.
Par contre, Liv Morgan contre Natalia, ça roule plutôt bien. Sacha au NASCAR. Sacha Banks, elle a agité le drapeau une course de NASCAR. On s'en fout. Hein. Presque autant que Edge qui envoie des sextos là dans les coulisses. Ouais, il swipe, j'ai vu. Il tindait un peu là, comme on dit. Ouais, sacré petit vicelard ce Edge là. Ouais. On voit que Beth Phoenix n'est pas dans le coin, elle est occupée à NXT. D'ailleurs, si vous voulez écouter notre review de C'est en ligne par nos amis Tonton et Papy. T'as vu ma sape? J'ai un costard qui coûte cher et une belle montre qui coûte cher aussi. Et Edge, j'ai dit, ah ouais, regarde, moi j'ai un smartphone, il fait des photos. C'était bien, hein. Voilà, c'est le fil rouge de l'émission Edge qui va voir tout le monde. Hein. Ouais. Ding dong, hello. C'est l'heure de Bayley. Bayley qui reçoit aujourd'hui Nia Jax et Shayna Baszler. Alors Bayley qui porte un pull avec à la fois un col roulé et un décolleté. C'est pas mal. Oui, drôle de technique. C'est quand on a froid à la gorge, mais qu'on veut rester sexy. Voilà, c'est une bonne tenue. Voilà, exactement. Nia Jax, Shayna Baszler en costume de combat, hein, par contre. Oui. Alors elles essayent de passer par la porte. Il y a toujours la porte dans le décor de chez Ding Dong Hello. Mais elles n'arrivent pas parce qu'elles sont trop costauds l'une comme l'autre. Elles sont obligées de passer une derrière l'autre. Tout le monde c'est un peu des copines. Hein. Nia Jax et Shayna Baszler, elles sont là, elles sont contentes. Bayley a dit on a perdu les ceintures tag team quand j'étais avec Sasha Banks contre vous, mais c'était une bonne chose. Comme ça, je me suis débarrassé de Sasha Banks. Désormais, j'ai mon propre show. Je vais remplacer Ellen DeGeneres si ça continue. Ensuite, elle se moque de Sasha Banks et de Bianca Belair. Et alors la surprise, voilà que Reginald débarque, et on a envie de dire heureusement, parce qu'on commençait à s'ennuyer ferme. Alors il fait des métaphores sur le vin, hein, il dit Sasha Banks c'est une bonne cuvée, vous êtes du vinaigre. Là-dessus Nia Jax s'énerve, elle défie, elle dit qu'est-ce que tu fais de malin là, tu veux que je te casse la tête? Alors il dirait calmez-vous. Il prédit déjà la défaite des championnes Nia Jax et Shayna Baszler face à Sasha Banks et Bianca Belair si jamais Sasha Banks, dont il dit qu'apparemment c'est une très grande championne, décide de s'allier à Bianca Belair et en de refaire sa sidekick. Il prédit la défaite de Nia Jax et Shayna Baszler. Là-dessus il y a Sasha Banks qui débarque. Alors Bayley elle s'énerve, hein, utilisez la porte quand vous rentrez, bon sang de bois. Ça c'est drôle, oui. Ça c'est marrant. Alors Sasha Banks explique qu'elle veut pas de Reginald en porte-parole. C'est bien étrange quand même. Il parle français en plus, il est très élégant. Oui, il est super Reginald. En plus il ramène du vin et tout, franchement, tip top. Alors elle explique que Sasha Banks qu'elle est le centre de la division féminine. Tout autour d'elle, hein, toujours le melon. Et là, il y a Bianca Belair qui débarque. Elle dit non, c'est moi la star de la division féminine puisque c'est moi qui ai gagné le Rumble. Elle dit quand même à Reginald qu'elle est le sidekick de personne. Et là, Reginald, il dit écoutez, si on faisait un 3 contre 3, Bianca Belair, Sasha Banks et moi-même Reginald contre Nia Jax, Shayna Baszler et Bayley. Alors le challenge est accepté par Nia Jax qui est bien énervée. Et donc derrière, on a un match qui s'ensuit, qui je pense a été décidé à la dernière minute par les bookers parce que Bayley est obligé de se battre en chaussettes. Donc voilà, ça se fout sur la gueule gaiement. Apparemment, Reginald maintenant il fait partie de la division féminine, il participe à tout ça. Et ça se termine par Reginald qui fait un crossbody sur Nia Jax, qui le chope à la volée. Mais double dropkick de Bianca Belair et Sasha Banks sur Reginald, et du coup, Nia Jax s'écrase au sol. 1, 2, 3, victoire des gentils, de l'équipe mixte, défaite de Nia Jax en tout cas. Et c'est ainsi que se termine ce passage de la division féminine, donc avec Reginald maintenant. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Moi j'aime beaucoup Reginald. Mais je crois qu'il est top, hein, Reginald.
Ouais, je confirme tout le bien que j'en pensais et qu'on a pu dire déjà dans des reviews précédentes. Je trouve vraiment drôle, très drôle. Donc, je sais pas du tout si ce mec-là est vraiment francophone ou s'il a appris le français, mais en tout cas, je trouve qu'il le parle bien, il fait bien il est assez rigolo dans ses petites grimaces, dans ses mimiques. Moi, j'ai trouvé ça, j'aime bien. Hein. Le Ding Dong Hello, je trouve ça pas mal. Je trouve qu'on dedans Bailey. La dernière fois, je disais on dirait un Foresti, mais ouais, elle en fait des caisses, le talk show à la Miken, et puis elle joue à fond, comme tu l'as dit, elle veut rester dans le truc, passer par la porte, sonner à la cloche. Non, c'était un peu le moment rigolo, mais j'ai bien aimé. En plus, Nia Jax en train de surfer sur son buzz, My Hall, tout ça. Donc c'est quand même un peu registre, même complètement comique. Bon, ce qui est marrant, c'est qu'elle nous refait le leg drop raté, mais elle juste des grimaces maintenant. La bouche Mm. en virgule. Et c'était plutôt rigolo. Alors il y en a, je vais mettre un bémol malheureusement, je suis désolé, mais à Sasha Banks, bon, c'est pas la première fois qu'elle le fait, mais quand elle est dans ce rôle de face, il faut vraiment qu'elle arrête de parler comme une heel Mm. et surtout son ricanement là, ces moments où elle dit, eh bien, la championne, c'est moi. Il faut qu'elle arrête avec ce ricanement là, un ricanement qui balaye d'un mouvement de tête tout le monde là. C'est on a envie de lui mettre des tartes. Mais sinon, pour le reste, je des bons segments et je ne sais pas si ce que va devenir ce Reginald, mais il est assez à l'aise, je trouve. Alors, qu'il est à l'aise avec autant de femmes, bien sûr, mais plutôt pas tire bien son épingle du jeu. Et même, voilà, je vais quand même dire que j'ai trouvé Nia Jax plutôt drôle et plutôt à sa place. Voilà, c'est bien. Qu'elle n'essaie pas de nous main eventer une ceinture en solo ou tout ça, mais là, pour faire la con, elle est pas mal. Ouais, je crois qu'elles ont bien toutes fait le boulot. Alors bon, Shayna Baszler est restée peut-être un petit peu effacée. C'est pas son sûr que registre, hein. ah, c'est ça, exactement. Même si c'est plutôt une bonne talkeuse, mais ouais, c'est pas vraiment sa situation. Encore une fois, chapeau à Bailey, qui était le chef d'orchestre juste parfaite dans sa partition là. Parce que là, franchement, elle sert la soupe à tout le monde parce qu'elle est dans aucune rivalité. Ouais. Ouais, joli taf de Bailey. Effectivement, Sacha, je te rejoins. Elle tient pas très bien son personnage de babyface. Ça brouille un peu les cartes, surtout que finalement c'est Bianca quand même la babyface dans l'histoire. Ah oui, elle a la babyface parfaite. Hein. Exactement. Mais bon, non, franchement, c'est bien passé ce petit segment. Et effectivement, Reginald, c'est assez étrange d'avoir un push pour ce petit gars qu'on connaissait pas, qui est juste le sommelier pendant la route vers WrestleMania. Mais écoutez, il est, ouais, comme tu dis, effectivement, il va falloir qu'on se renseigne sur lui, savoir pourquoi il parle français. Est-ce que peut-être qu'il vient de la Nouvelle-Orléans ou un truc comme ça. Je sais qu'il faisait partie du Cirque du Soleil, je crois, il y a pas si longtemps. Ah. Ce qui explique un petit peu qu'il peut faire des cabrioles comme ça dans tous les sens. Voilà, pour la semaine prochaine, on se renseignera un peu plus sur ce bon vieux Reginald, qui est la bonne surprise de cette route vers WrestleMania. Eh oui. C'est dingue hein, quand même la WWE, comme ils peuvent mettre l'emphase sur des personnes comme ça, tu t'y attends jamais. C'est rigolo, c'est un peu, Bah ça oui. arrive de temps en temps. Un non-catcheur d'ailleurs, on sait pas, mais il a pas l'air. Ouais, En je tout cas, pense quand parti même qu'il pour. sort du PC. Hein. Oui. Il doit s'entraîner au Performance Center, à mon avis. Oui, oui. Voilà, c'est ce qu'il faut. Je trouve que c'est ce qui manque à Monday Nitro aussi, des petits segments comme ça. Ouais. 619. Allez. Rey Mysterio et son fils, ils affrontent ce soir rien moins que Otis et Chad Gable, quoi. Dis donc. L'Alpha Academy. Les Dirty Dogs sont aux commentaires, c'est-à-dire Robert Roode et Dolph Ziggler, les actuels champions. J'avais complètement oublié qu'ils étaient champions, ceux-là. Mais moi aussi. Je me demande bien où sont Pour moi, c'est passés Street les autres. Profits toujours. Ouais. Bah ouais, ils sont où Ils sont malades Ils sont pas. Ouais, ils sont pas là. Ils sont pas là. Donc, le match démarre. Et le match se termine parce que Otis
est en train de s'acharner plus ou moins sur Rey Mysterio. Alors, j'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. Hein. Il écrase Rey Mysterio au sol. Et après, il bazarde Dominique. Il réécrase Rey Mysterio. Et là, je sais pas pourquoi, il y a la cloche qui sonne. Apparemment, je sais pas, il a dépassé les 5 secondes. Ou est-ce que Chad Gable est dans le ring aussi. Tout ça n'est pas très clair. Mais en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que c'est le heel turn de Otis qui va faire un gros splash, un avalanche splash sur Rey Mysterio depuis la deuxième corde, là. Histoire de bien briser les côtes d'Otis sous les acclamations de Chad Gable qui est content. Il dit regardez mon gars, ça c'est mon gars, ça. Donc voilà. C'est très mal exécuté, mais en tout cas, c'est le heel turn d'Otis. Et on a une pensée pour Tucker, hein, quand même. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? Mais oui, mais c'est tragique, je trouve. Enfin, c'est pas tragique, ça irait un peu fort, mais vraiment, ils ont une tag team qui était à peu près crédible et assez historique. Donc ils les ont splittés avec le heel turn de celui qui était un peu abandonné dans le duo là, le Tucker, qui a disparu évidemment. Et après, Otis on n'en fait rien. Alors heel turn, je sais pas si j'irai jusque là. Enfin pour moi c'est vraiment la storyline qu'on nous raconte, c'est vraiment Gable qui donne ses ordres là et qui lui est quand même pas mal chafouin, pas mal heel, un peu détestable là. Et Otis il est juste un peu con et il obéit, mais je me demande s'il va vraiment faire le heel turn ou s'il va juste au bout d'un moment comprendre qu'il se fait un peu mener en bateau. Le match était très mal effectivement exécuté. Alors moi ce que j'ai compris c'est Gable c'est Gable en fait qui est rentré alors qu'il aurait pas dû. Enfin j'ai l'impression que l'arbitre elle comptait plutôt Gable qui aurait dû sortir, mais comme il lui donnait pas un coup il faisait rien. C'était bizarre déjà que j'avais pas trop aimé le finish Nakamura Apollo Crews, ça faisait une drôle de fin, enfin c'était incompréhensible. Les champions, tu l'as dit, alors je pense qu'ils sont là pour qu'on se rappelle qu'ils sont champions, parce qu'ils ont servi à rien, ils ont rien dit. Bah non, rien. ils sont pas venus foutre un kick ou quoi, ça leur a servi à rien d'assister à ce match-là, ils auraient très bien pu rester en coulisses. Et je pense qu'ils ont même pas compris le match non plus. Oui, personne n'a compris. DQ, machin, ils étaient en train de dire oui, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Très très déçu et triste pour la Mysterio Family parce que putain les mecs ils ont passé 6 mois à se faire ouvrir le crâne, à arracher les yeux et tout par Rollins et tout. Et là en 2 minutes ils se font balayer par Otis et puis voilà Rey Mysterio il remonte sur la rampe de lancement là, il peut plus respirer. Non je suis pas très là je suis pas très client et vraiment Otis il m'a donné l'impression ouais c'est ça du gros débile là qui a trouvé un mec qui lui donne des ordres et puis voilà il y a juste Gable un peu qui tire son épingle du jeu en étant le leader mais ouais puis du coup s'ils sont heal ça veut dire qu'ils gagnent même pas vraiment une opportunité pour la ceinture parce que on va pas voir Otis et Gable contre les Dirty Dogs, ça ferait un peu bizarre. J'aime pas du tout ce nom d'équipe d'ailleurs, Dirty Dogs, mais j'ai rien compris en fait et j'ai rien aimé donc ça va être assez clair. Ouais, parce que Dirty Dogs, ils sont ni sales, ni ils ressemblent pas à des chiens. Non. Ouais, fait comme tu dis, effectivement, s'ils tournent heel, ils peuvent même pas aller affronter les champions, donc ça n'a aucun sens. Et effectivement, Otis, il a l'air d'avoir perdu des neurones. Alors, bon, il avait pas l'air d'en avoir beaucoup déjà, mais là, il a l'air complètement gogol. Ouais. Et puis le match était super mal réalisé, au final. Il va falloir rattraper le coup la semaine prochaine, parce que là, on n'a rien compris, hein, les gars. Reprenez-vous. Dans les coulisses, Edge et Daniel Bryan. Attends, j'ai un flash qui me vient, tiens, toi qui aimes bien les références. Tu sais à qui il me fait penser, Otis, là? Dis-moi. Il me fait penser, alors il faut partir dans les mangas et dans la saga Dragon Ball, il me fait penser au gros bout. Oui, d'accord. Il a cette tête là. Ça te parle? Ouais, d'accord. En gros, très puissant, mais complètement concon. Voilà, et puis avec les yeux un peu fermés, là, un peu plissés. Ouais, on dirait un c'était peu... peut-être son inspiration. Hein. Peut-être, voilà. Ça va. Il jouait vraiment le gros gogol, quoi. Ouais. Voilà, j'ai eu un flash, tu peux reprendre avec Daniel Bryan. Merci. Ok, il n'y a pas grand-chose à dire sur Edge et Daniel Bryan. Hein. Ils se rendent compte, ils disent, tiens, si on s'affrontait, ce serait un dream match. Ça va, les gars, le melon?
Ouais. Les deux, ce serait surtout deux mecs qui sont plus censés catcher qui s'affronteraient à Mania, quoi. Mais bon. Parce que on a fait avec moi la review du Royal Rumble Ouais. de Retro Catch-Up. Hein, n'hésitez pas à l'écouter. C'est le Rumble de 2001, si je dis pas de bêtises. Non, 2011. Pardon. 2011, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, 2011. Et le Daniel Bryan de l'époque, c'est pas le Daniel Bryan d'aujourd'hui. Hein. Il était beaucoup plus stiff, beaucoup plus percutant dans le ring. J'aime beaucoup Daniel Bryan, mais question catch pur, c'est pas avec le catch qu'il fait actuellement qu'il aurait explosé à WWE comme à l'époque. Hein. C'est sûr. Donc calmez-vous les gars, le melon là, Edge et Daniel Bryan. Mysterio, Rey Mysterio est en souffrance, mais il va aller au vestiaire, tout ça. Et on a un peu le powo entre Kevin Owens, Daniel Bryan et Cesaro. La réunion des chefs. On va discuter un petit peu stratégie. Alors Daniel Bryan et Cesaro, ils disent ouais, bon, c'est peut-être pas la peine de discuter stratégie avec Kevin Owens, puisque tu vas sûrement nous trahir. Hein. Tu as déjà trahi tout le monde, alors ils font un petit peu l'historique des trahisons de Kevin Owens. Ils disent même qu'on pourrait en faire une liste. Hein. Petit clin d'œil. Mais Kevin Owens, il les reprend, il dit écoutez, ce soir on est en équipe. Moi je veux gagner, donc vous inquiétez pas, il n'y aura pas de trahison. Par contre, à l'Elimination Chamber, ce sera une autre limonade, hein, les enfants, puisque l'Elimination Chamber, moi, je vais gagner. Et paf, et toc, il les remet à leur place. Et ensuite, on a la belle Carmella dans les vestiaires. Et notre bon ami Reginald. Allez, une dose de plus de Reginald, on est content. Donc Carmella, elle l'engueule et dit dis donc, t'étais où là? Comment ça se fait que tu mets 10 heures à me ramener mon verre de vin? Parce qu'elle picole sec, hein, Carmella. Hein. Elle a la bonne descente. Reginald, il dit il fallait que ce soit la température parfaite, tu comprends? Carmella dit mais tu me prends pour un con, tu crois que je t'ai pas vu là avec tes copains là faire le con dans le ring? Et puis elle lui dit t'as intérêt à marcher droit un petit peu. Parce que sinon, je préfère même pas y penser. Elle goûte le vin que lui a ramené Reginald et elle le crache. Hein, dit qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est dégueulasse. Elle jette à la gueule, tu vas me chercher un autre verre maintenant. Hein. Voilà, le pauvre Reginald, donc son job est sur la sellette en plus. Mais ouais, alors c'est pas trop compris, mais est-ce que finalement ce retour et toute cette gimmick de Carmella n'était pas juste un prétexte pour nous introduire ce personnage de Reginald? Parce que je comprends pas que là, quand on regarde le show ce soir, alors c'est l'instantané d'une soirée à la WWE, c'est jamais la réalité de longue date, mais bon, c'est Reginald la vedette et Carmella, c'est un peu elle qui le... Voilà, c'est elle le sidekick dans l'histoire. Ouais. En plus, comme tu l'as dit, elle a cette gimmick où elle picole, c'est moyen. Et puis oui, voilà, elle passe pour une gourde parce que l'autre il arrive tout transpirant et tout, il vient de passer 10 minutes sur le ring et oui, c'était pour choisir le vin. Enfin, pourquoi elle est venue à SmackDown, Carmella ce soir si c'était juste pour boire du vin devant son miroir, elle pouvait rester Ouais, dans elle a sa des drôles chambre. Hein. d'occupations, hein, Carmella. Oui, ouais, elle a des semaines pas très bien, pas très remplies. Hein. Ça doit être un timing, un emploi du temps assez large, assez lâche, avec des trous. Elle Mais accompagne son commentateur de compagnon, oui. là, comment il s'appelle? Corey Graves. Corey Graves. Et oui, Voilà. bien sûr. Et puis elle picole dans les loges. Oui, bon, ça, très bien, mais il n'y a pas besoin de nous le filmer, ils doivent être nombreux ceux à faire ça. Mais je sais pas, alors est-ce qu'elle va s'en séparer parce que lui, il a l'air d'être plutôt babyface et rigolo et elle méchante, mais bon, bah, ça occasionnera sûrement d'autres segments et puis elle va se mêler à tout ça parce que c'est vrai que là, c'était la grande absente du match qui était plutôt dans la soirée Carmella. C'est pas qu'elle nous manquait, mais c'est quand même, on se dit, bah oui, mais lui, c'est quand même le sommelier de Carmella à la base, c'est un peu bizarre là, il prend son envol, et ben tant mieux. Tu vaux mieux que ça, Réginald, tu vaux mieux que cet alcoolo qui sait même pas reconnaître les bons vins, tu vois. C'est ça, parce que je suis sûr qu'il était très bon le vin qu'il lui apportait. Mais oui. Ouais. Ah mais moi ça me fait marrer moi tout ce truc. J'espère qu'elle va sombrer dans l'alcool, Carmella. Et puis on veut voir Reginald voler de ses propres ailes. C'est pas très PG, mais c'est très rigolo. Bah ce serait tout à fait normal, je veux dire. Voilà, et là elle picole. D'accord, le vin c'était un peu un art, mais quand même. Ouais, non, elle le boit pas comme une artiste. Ah non, il y a quand même des fois où elle avait 5 ou 6 bouteilles avec elle. Hein.
Bref, je trouve que c'est des bons moments de SmackDown, ça. Oui. Ça mange pas de pain. Alors, c'est le Black History Month, hein. On célèbre un petit peu tout ça. Mais surtout, c'est l'heure du main event. Avec Edge, l'inusable Edge aux commentaires, qui au lieu de catcher est présent H24, mais il tient pas sa parole d'aller affronter tout le monde. Hein. Finalement, il affronte personne, il fait que parler. En gros, il a passé des mois à nous dire « Oh là là, dis donc, je pourrais affronter lui, et lui, et lui. » Et Edge, on est en août, là. Ouais, je pourrais affronter... Putain, ils sont 15, c'est trop ouf, quoi. Quelle feignasse, en fait. Voilà. Moi aussi, je peux faire ça, hein, ouais. Bah oui, hein. Donc, ça, c'est facile. Un Edge, 2 chambres d'élimination, 13 possibilités. Ouais. La suite, la semaine prochaine. Mais ce soir, donc le main event, donc on vous l'a dit, c'est Daniel Bryan, Kevin Owens et Cesaro contre Sami Zayn, Baron Corbin et Jey Uso. Alors évidemment, tout le monde s'est catché là-dedans, donc ça swing un peu de tous les côtés. Il y a une espèce de drôle de collision entre Daniel Bryan et Sami Zayn à un moment donné, j'ai pas trop compris. Ensuite, c'est quand même Cesaro qui rentre dans le jeu. Il va il va même exécuter le Cesaro swing sur Corbin. Alors, il s'arrête au milieu avant la pub, là. Et au retour de la pub, il est en train de le faire tourner. Alors, je sais pas si leur but, c'était de faire croire qu'il fasse le swing pendant toute la pub, mais en tout cas, c'était loupé. Alors, Jey Uso va envoyer Cesaro sur la table des commentateurs, juste au moment où Paul Heyman arrive aux commentaires. Donc, on a 4 commentateurs, là. Edge, Paul Heyman et les commentateurs habituels, Cole et Corey Graves. Edge, il met un peu over tout le monde, hein, comme d'habitude. Polo, je sais pas ce qu'il raconte, rien de spécial. C'est Cesaro qui va prendre un petit peu la hint là et se faire dominer un petit peu pendant tout le match. Ça, c'est pas terrible, comme je le disais, hein, parce que du coup, il a pas trop l'occasion de briller. Et ça se termine par Daniel Bryan qui fait une grosse souplesse depuis la 3e corde sur Sami Zayn et qui le piège dans le Yes Lock. Il fait taper Sami Zayn. Et là-dessus, il y a Baron Corbin qui monte 30 haut dans le ring. Donc on sait qu'il va attaquer Bryan, mais d'abord il faut qu'il passe le ralenti. Donc on passe le ralenti. Et seulement après, c'est l'attaque surprise de Baron Corbin qui place un End of Days sur Daniel Bryan. Là, lui, il se fait cueillir par un uppercut par Cesaro. Cesaro se prend un Hell of a Kick dans la gueule. Sami Zayn se prend un stunner. Kevin Owens se prend un super kick de Jey Uso. Jey Uso se fait finalement sécher par un spear de Edge. Mais finalement, c'est Roman Reigns qui débarque du Diable Vauvert et qui spire Edge. Et on a un Roman Reigns triomphant avec sa ceinture. Et c'est vite la fin de l'émission. Voilà, un main event 4 étoiles là, avec quelques-uns des plus gros catcheurs de SmackDown. Ouais. Et Roman Reigns qui met les points sur les i là en séchant Edge. Est-ce que tu as été convaincu par ce main event? Alors, en tout cas, je trouve que dans ce début de Mania, ils arrivent plutôt grâce au plateau Elimination Chamber à donner l'impression de bonheur avec des mecs balèzes. Et ça, le mérite en revient en bonne partie à Edge qui est fait content. Alors, beaucoup de trucs qui se répètent et moi j'ai trouvé ce main beaucoup trop parasité par les commentateurs et par Edge qui déconcentré de l'action en leur temps à dire ah ouais mais oui et si j'affronte ça Michael Cole je sais pas il doit avoir un contrat avec il arrêtait pas de dire oui mais il y a Drew aussi il y a Drew McIntyre et puis il y a Raw aussi et oui il y a Raw bah oui on sait il y a Raw que voilà ils sont 13 voilà alors Sheamus que nous parle un peu de tout le monde Orton et Jester machin et puis là ce soir ça peut être King Corbin ça peut être Daniel Bryan tout ça bon je trouve qu'ils insistent pas trop sur le fait que le mec qui gagnera l'élimination de SmackDown pour aller ensuite battre Roman Reigns dans la faut être chaud quoi hein. Va falloir être un gros bonhomme donc les chances que Roman Reigns sorte encore avec sa ceinture sont quand même plutôt de son côté donc Edge fait le taf à moitié parce que oui il parle
Dans la soirée, on l'a vu croiser tout le monde, mais en même temps, il catche pas et c'est pas très intéressant. Alors oui, King est un peu ridicule, donc on se fout de sa gueule. Par contre, Daniel Bryan, il est au classe, donc ok, là, ouais, moyen. Et puis là, je sais pas si tu as eu la même impression que moi, mais l'échange de Spear fait mal à Edge, hein, parce que son Spear sur Jey Uso, il est complètement raté. Edge, il a pas toujours été très bon sur les Spears. Hein. Il y a d'ailleurs des compiles, j'en ai visionné sur YouTube, des pires Spears de Edge. Il fait vraiment juste un petit cal à son adversaire. Et là, ça fait sur Jey Uso. Visiblement, c'est sûr, enfin en tout cas c'est pas sur l'affiche, il ne catchera pas dimanche. C'est dommage. On aime bien voir catcher le mec qui a gagné le Royal Rumble quand même. Donc je suis en demi-teinte sur ce vainqueur du Rumble, quoi. Okay. Il fallait peut-être ça pour mettre l'ambiance. Si on n'avait pas Edge, en fait Edge est l'opportunité de faire briller le roster. Il était là pendant 10 ans, donc légitime de nous dire contre, voilà, il y a Kevin Owens, il y a machin, tout ça, ils sont très forts, oh là là, ils sont tous très forts. Ça c'est bien, parce que c'est vrai qu'ils sont bien. C'est toujours qu'il y a eu une mauvaise passation de pouvoir à la WWE et qu'ils n'ont pas buildé un nouvel superstar, alors que pourtant, bah oui, Man Reigns, Cesaro, Kevin Owens, du niveau des Edge, Orton, Shawn Michaels ou tout ça avant. Donc c'est pas con, mais c'est dommage qu'Edge soit pas un peu plus catch et puis qu'il envoie un peu sur le ring. Et après quoi d'autre match, c'est pas mal Sami Zayn qui vole la vedette, hein, je trouve, parce qu'il se fait trahir par ses les méchants. T'as raison, Cesaro a été plus discret. J'ai eu beaucoup de mal aussi, tiens, je reviens là-dessus. On a parlé de l'alignement face compliqué de Biggie et l'alignement face un peu compliqué de Sasha Banks. Bon, bah, Kevin Owens, babyface, à qui on renvoie dans la gueule, qui trahissait Sami Zayn et Chris Jericho, j'ai trouvé ça pas terrible non plus. Donc, il y a un problème avec les alignements, là, c'est un peu le bordel. Il y a un peu tout le monde qui est mis over tout en étant pas forcément réussi. Voilà, après le final, c'est classique d'un Go Home Show, hein, on fout tout le monde en tag team comme ça, et puis ça part dans tous les sens, c'était pas désagréable à suivre. Mais il y a quand même des pistes qui m'inquiètent, même si c'était quand même un beau plateau. Un beau plateau. Ouais, c'est ça, un beau plateau. Ouais, alors donc clairement, comme je le disais, Cesaro qui se fait malmener pendant tout le match, pour moi, c'est pas bon parce que c'est justement le moment de son gros push, donc il faut qu'il soit dominateur quoi dans un match comme ça. Il aurait dû briller beaucoup plus que ça. Là, il résiste quoi, hein, proprement. Il est pas ridicule, il est pas humilié, mais il passe pour un mec lambda quoi. C'était plutôt à Daniel Bryan, je pense, de prendre la hit sur le match. Ouais, je crois qu'ils de le mettre face donc face soutenir parce que c'est ça, mine de rien, c'était pas clair ces dernières semaines. Il est tantôt plutôt face. J'ai eu vite fait en interview, je l'ai trouvé. Je sais pas, mais depuis qu'on le Cesaro, je suis ravi, mais je me rends compte que je le trouve physiquement assez vieilli en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il Ouais, est. il est moins avant, hein. Ouais, donc moment ou jamais. Hein. C'est ça, c'est le moment ou jamais. Ils ont décidé de partir sur un Cesaro face. Ils ont toujours beaucoup de mal à écrire des faces. Ouais. Et comme tu le dis, c'est clair qu'il est face. Ouais, par rapport. Mais en plus, après, voilà, dans cette promo, ils essayent de jouer la carte de la continuité, là, en nous rappelant les trucs qui sont passés il y a 3-4 ans. Alors c'est vrai que c'est un reproche qu'on fait souvent à la WWE de dire que les gars sont amnésiques, etc. Quand les gens tournent, on oublie leur passé et tout. Mais il y a une raison, c'est parce que effectivement, si tu commences à ressortir les vieilles casseroles de chacun, les trucs ont plus aucun sens. Et du moins l'impact pour faire fonctionner, par exemple, un match comme ce soir, ça fonctionne plus puisque t'as les gentils qui sont en train de s'envoyer des bâches là, ça décrédibilise le personnage de Kevin Owens, ça enlève du sens
pour le soir et même. Ça reste du catch. On n'est pas en train d'écrire une histoire. C'est pas le Homer et l'Odyssée, quoi. C'est pas les Marvel Comics, quoi. Donc voilà, mais ça, c'est des problèmes, je pense, d'écriture des scénaristes qui, malheureusement, qui sont des scénaristes de télé et pas forcément des mecs qui savent écrire du catch, si le catch a besoin d'être écrit par des scénaristes, ce qui reste encore à démontrer, quoi. Et puis Edge, Edge, il passe son temps à mettre en valeur tout le monde. Moi, je trouve, pour en finir avec Edge, parce que je sais quand même qu'il y en a qui sont contents d'avoir Edge en gagnant du Royal Rumble, hein. On a notamment Géliel, notre auditeur, qui nous a envoyé une belle photo de lui avec son fils là quand ils ont célébré la victoire de Edge. De Edge. Moi, le problème, c'est qu'il est face, hein. Moi, j'attendais vraiment un heel turn pour avoir le Edge d'antan contre Drew McIntyre, ça aurait été parfait. Là, en babyface, il est moins intéressant, et surtout, je peux pas comprendre qu'ils choisissent pas qui il va affronter. Alors, je comprends qu'on dit oui, c'est plus intelligent, etc. Mais moi, pour un babyface, il doit avoir peur de rien. Il dit j'affronte celui-là et puis régler, qu'importe ce qui peut se passer. Comme à l'époque, John Cena qui allait affronter, même quitte à perdre le match, qui allait affronter n'importe qui. Là, ça fait un peu le mec qui s'est pas décidé, qui a un peu peur, quoi, carrément. Et puis surtout, au final, il se fait sécher par Roman Reigns comme une merde. Là, alors, l'ultimate opportuniste, hein, ben, super, hein, t'as pas pensé que Roman Reigns, il était encore autour du ring. Bref, je suis pas du tout convaincu par ce Edge grand gagnant du Rumble dans la course à WrestleMania. Et ouais. Dis-moi. Non, mais c'est... En fait, je trouve qu'il pourrait être face avec toute l'histoire qu'il y a derrière du retour du héros blessé, mais c'est pas très bien écrit dans la continuité. Et moi, j'ai beaucoup regretté ce qu'il disait à Raw, là, qu'il soit venu sous de la gueule de Drew McIntyre, prendre le Miz de haut en lui disant vas-y, tu sais à qui tu parles, moi je connais le Money in the Bank et tout. Et d'une fois sur l'autre, en fait, il est pas très cohérent. C'est ça, je trouve, qui est un peu gênant. Ouais, c'est pour ça que ça peut difficilement marcher pour moi. Ouais. De toute façon, ça reste un part-timer. Quelque part, il pique le spotlight des gens qui devraient être au top, des jeunes. Quoi qu'il fasse, hein. C'était la même histoire avec Batista, avec Goldberg. Au final, il y a quand même une grosse partie de la foule qui se retourne contre lui. Donc là, c'est moins évident parce qu'il n'y a pas de public. Mais est-ce que ça fonctionnerait, un Edge Babyface, vraiment? Ça ressemble un peu à l'histoire de Batista, hein, ça c'est vrai. Hein. Ouais, il faut tirer les leçons un peu de ce qui a été fait maintenant. Bon, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui doivent être satisfaits de revoir Edge. Il est plus sympathique quand même, c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Et puis il est parti un petit peu dans des. C'est pas quelqu'un qui a claqué la porte en disant je veux plus de pognon. C'est un peu comme Daniel Bryan, quelqu'un qui avait été forcé de prendre sa retraite, quoi. Oui, bien sûr. Puis maintenant qu'il s'est lavé les cheveux, hein, on aime un peu c'est plus. plus propre. Mais bon, moi je trouve que tout ça est quand même assez mal goupillé. Et d'ailleurs, c'est le mot de la fin, donc il va falloir qu'on tire nos conclusions. Un top, un flop, une note. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, écoute, alors le flop, c'est très clair. Hein, c'était le passage, le finish de Otis, machin, là, Mysterio. Très mauvais. Moi, je vais donner mon top à Reginald. Hein. Excellent Reginald, aérien. Et puis, voilà, il sert du bon vin, j'en suis sûr. Maintenant, il manque plus qu'un petit fromager là avec Carmela pour que ça aille très bien. Mais je suis sûr qu'elle bouffe du fromage qui servent dans des pots, dans des petits stickers là que t'appuies là. Les Américains, ils sont dégueulasses. Les apéricubes. Ouais, les apéricubes. Et donc top original de flop à Otis, et je vais mettre allez, je vais mettre un 3, si c'est pas mal quand même. J'ai bien aimé toutes les filles, là j'ai bien aimé le main event globalement, j'aime bien, enfin je suis hypé pour Elimination Chamber, hein, clairement, parce que à Raw je suis très incertain, et à SmackDown encore plus, parce que pour moi le vainqueur il va se faire sécher par Roman Reigns. Par contre, qui aura la chance d'avoir au moins ce spot de main event du pay-per-view, pour moi c'est la grande inconnue. Je suis content toujours de voir Cesaro, Bryan, tout ça, même si on l'a dit, il y a des alignements qui sont pas très clairs et qui mériteraient un peu de simplification de lecture. C'est quand même toujours assez bien foutu SmackDown. On s'en sort pas mal.
Seth Rollins, il y a peut-être quelque chose à faire aussi. En tout cas, in-ring, on est sûr que ça se passera bien. Donc je suis plus confiant que je peux l'être quand je regarde certains Raw. Ça, c'est clair. Ouais, on a été vachement critique, je trouve, dans notre analyse, mais effectivement, quand j'ai regardé ce SmackDown, moi, je me suis pas ennuyé. Oui, non. Et je penserais qu'on serait plus enthousiaste, tu vois. Et au final, c'est vrai mais c'est vraiment des critiques a posteriori, Ouais. avec une réflexion sur le booking à long terme, etc., etc. Sinon, à regarder comme ça, franchement, ça passait crème quand même, hein, le show. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Je vais mettre aussi un bon 3. Et puis mes tops et mes flops, ben, grosso modo, c'est les mêmes que les tiens, hein. Otis, du moins le finish Otis, machin, qui est quand même mal booké. Et je crois qu'on est obligé de donner le top cette semaine à Reginald, hein. Ah oui. Définitivement faire autrement. Voilà, donc c'était un SmackDown tout à fait correct, même si effectivement on avait beaucoup de réserves sur le booking. Mais on va parler plus de booking sur le long terme, hein, comme je disais. Ouais. Un SmackDown qui a repassé la barre des 2 millions de spectateurs d'ailleurs. Très bien. Sur les ratings du lendemain, parce que maintenant ils donnent les ratings du lendemain, c'est pas les mêmes que les ratings définitifs. Mais tout est fait pour donner des mauvais ratings à la WWE chez les commentateurs. Aïe. Bref, plutôt hypé pour l'Elimination Chamber. Bah D'ailleurs, oui. on va passer au prono. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, pronostiquons. Alors, c'est une carte un peu zarbi, comme disent les jeunes et les moins jeunes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs en fait d'annoncer. Alors, on va commencer par le bas de la carte. On a notamment Asuka, la championne d'Euro, qui défend son titre contre Lacey Evans. Je rigole parce que Lacey Evans, elle est enceinte. C'est un handicap match désormais. Ah, ça a été changé? Non, c'est parce que Non, juste... ah non, oui, parce qu'elle. D'accord. Elle est enceinte, ils sont deux, voilà. Un et demi. Voilà. Donc je vais donner la victoire à Asuka, moi. Bon, Lacey Evans, qui est faible, elle est enceinte de Ric Flair. Du moins, elle dit que c'est Ric Flair le papa. Hein. Mais, oui. On va bientôt découvrir que non, je pense. Je pense. Puisqu'il se fait manipuler, ce pauvre Ric Flair. Mais elle est vraiment enceinte dans la vraie vie. Hein. Donc, je vois pas comment elle peut gagner contre Asuka. Bah non. Bah non. Je sais même pas. Je comprends même pas quel match. Bah, c'est un peu ça la grande incertitude, parce que sachant elle n'a pas catché à Raw sous prétexte qu'elle est enceinte, donc après peut-être que. Bon, il va se passer quelque chose. Ou peut-être qu'elle est je sais pas moi, quelle est la contre-indication du catch quand on est enceinte, si elle vient juste d'avoir son test positif, donc elle est à 3 mois, peut-être qu'elle peut faire un tout petit match, et puis à partir de dimanche soir, hop, elle part en Victoire de Charlotte. Charlotte qui débarque, qui prend sa place, qui prend le titre à Asuka. Elimination Chamber est terre de surprise, hein, quand même. Ouais, non, mais il y a un coup comme ça qui est possible. J'ai même pensé à Becky Lynch, tu vois, qui revenait. Ouais, pourquoi pas. En mode, allez hop, on échange les grossesses, chacun son tour. Bah, pour le moment, dit comme ça intéresse pas trop. Mais après, effectivement, une grosse surprise n'est pas exclue. Ça. Bon, allez, on part là-dessus. Victoire d'Asuka ou grosse surprise. Alors, le match qui a été booké cette semaine, oui, parce que je l'ai pas raconté dans le résumé, enfin dans l'analyse, dans le déroulé du show, mais donc les championnes tag team Shayna Baszler et Nia Jax affrontent Sasha Banks et Bianca Belair. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Ben, alors certains nous ont donné leurs pronos sur le Discord, notamment Géliel dont on parlait tout à l'heure. Il voit les challengers gagner. Alors c'est vrai qu'il y a une alchimie possible entre Sasha Banks et Bianca, mais pour moi, au vu de la situation sur la carte de l'année là, on est parti sur la road pour Sasha, et j'espère qu'on va pas nous refaire le coup de la championne solo qui est championne tag team aussi. Enfin, on l'a déjà eu beaucoup. Donc non, pour moi, il faut que Nia Jax et Shayna Baszler conservent là ce coup-ci. Hein. En plus, on en a parlé tout à l'heure en off. Faut pas oublier qu'il y a bon, ça paraît moins impressionnant, mais il y a quand même Lana et Naomi en title shot qui ont gagné en place, la Naomi. Et puis il y a les gagnantes du Dusty Rhodes féminin. Donc voilà, il faut que Nia Jax et Shayna Baszler elles enchaînent un petit peu les défenses. Ça m'intéresserait, ouais.
Alors, on donne pas les noms des gagnantes pour de Stick Classique. Vous allez écouter notre review, Voilà. si vous voulez. Hein. Mais surtout parce que je me souviens plus du tout de qui c'est. On en parlera. On va couper le micro. Voilà. Ouais, Génial, il donnait Asuka aussi. Hein, et qui renvoie Ric Flair à l'EHPAD pour rejoindre Papy et Tonton. Eh oui. Et oui, si vous voulez sur Discord, vous pouvez donner vos pronos et puis on les donne à l'antenne. Vous voyez. Mais alors, est-ce que c'est Ric Flair, est-ce que c'est Papy ou est-ce que c'est Tonton, le père de l'enfant de Lacey Evans? Je ne sais pas. Peut-être un mix des trois. Ah oui. Oh. Ouais, mais c'est une soirée très arrosée. Le championnat US. Ouais. Le monstre Bobby Lashley affronte Riddle, puisqu'on l'appellerait simplement Riddle désormais, et Keith Lee. Donc on l'appelle Keith Lee maintenant. Oui. Alors, qui c'est que tu vas gagner là? J'espère qu'on reviendra à Matt Riddle comme on est revenu à Apollo Crews et qu'on n'a pas gardé juste Apollo, mais ça c'est autre chose. Écoute, on est terre de surprise et ça serait une bonne équation pour faire gagner Keith Lee, mais je pense plutôt que Lashley va conserver. Et par contre, j'ai bien envie vraiment de voir le solo là, Lashley Keith Lee, ça me tente bien. Donc hop, on en profite pour dégager Riddle. Lashley coince Riddle est tap out, ça ils savent faire, hein, ils l'ont fait déjà 5 fois depuis qu'on est en 2021. Du coup, Keith Lee, lundi, il prend le micro et dit ok, mais tu m'as pas battu à moi, c'était un triple threat machin, pam pam, hop, match en solo et on est bon. Donc Bobby Lashley. Ouais, ils ont pas l'air de vouloir prendre trop au sérieux Riddle. Et moi j'ai envie de voir Lashley gagner. Hein. Riddle, on l'a beaucoup vu gigoter entre les bras de Lashley quand même hein, dans la Nelson ces dernières semaines. Donc c'est parti pour un Bobby Lashley qui conserve son titre. Surtout qu'il faut pas, c'est pas le moment de le faire perdre, hein, je pense Bobby Lashley. Ah bah non. Peut-être contre Keith Lee pour bien pusher Keith Lee, mais moi je veux voir Bobby Lashley aller plus loin là, rester un peu invaincu pendant un bon moment. Géliel nous donne Keith Lee lui. Ouais. Bah, Bobby Lashley, il a l'air de très avoir envie d'avoir une nouvelle chance contre Drew McIntyre aussi, hein, donc il peut lâcher la ceinture US. C'est ça. Est-ce qu'il veut passer à autre chose Lashley, mais est-ce qu'il aurait une place dans le main event? C'est pas sûr. Il n'y a pas d'escalier pour monter. Comment ça se passe? Donc voilà, non, moi j'ai plutôt. Je reste sur mon Bobby. Mon Bobby. Alors attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Dans la même soirée, le mec qui gagne l'Elimination Chamber, il doit battre Roman Reigns dans la foulée, c'est ça? C'est ça. Ah, j'avais pas vu ça comme ça, moi. Ah si, Roman Reigns, il n'est pas dans la cage. Il n'est pas dans la cage, mais il défend son titre quand même. Donc ça va, j'avais juste en début d'émission. Ouais. Oui. C'était il y a quelques années, mais justement, alors c'était Batista qui avait fait le coup là. Je sais pas si tu te souviens, John Cena, il avait gagné un Elimination Chamber et puis il y a bon vieux Vince qui lui avait envoyé Batista dans la foulée. Ouais. C'était super. Sauf que c'était la surprise. Là au moins on est au courant quoi. Là on est au courant. Donc, et ben justement, à SmackDown, c'est Cesaro, Daniel Bryan, Kevin Owens, Jey Uso, King Corbin et Sami Zayn. Qui va gagner pour aller affronter donc dans la foulée Roman Reigns. Il va falloir un petit temps que je réfléchisse moi. Ouais, et ben écoute, pendant que tu réfléchis, moi je vais dire que je trouve ça hyper dur et pour le coup, là j'applaudis des deux mains, alors à voir comment ça se réalise. Mais autant s'il y avait eu Roman Reigns dans la cage, j'aurais dit bah Roman Reigns va gagner, hein. Donc autant là, en fait c'est l'occasion de donner un push d'un soir à quelqu'un. Parce que quand même le mec qui gagnera cette Elimination Chamber, il va pas être dégueulasse. Après, s'il perd contre Roman Reigns, enfin tu perds avec les honneurs quoi. Si ça fait une demi-heure que tu te bats dans une cage et qu'ensuite tu te tapes le Big Dog, c'est pas très grave si tu perds. Donc, est-ce que ça serait pas le moment de Cesaro? C'est difficile à pronostiquer parce que, bon, déjà, on va dire de suite, King Corbin et Sami Zayn, j'y crois pas. Hein, ça, je vois pas l'intérêt. Jey Uso, on l'a déjà eu. C'est pas très intéressant. Kevin Owens, il est sur un gros momentum, mais à quoi bon, en fait? Qu'est-ce que ça réapporterait? Et Bryan, Cesaro, pour moi, c'est mes deux favoris. Après, je me dis, c'est pareil, est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'un coup fourré d'une entourloupe? Parce que si c'est vraiment avoir un match Elimination Chamber d'une demi-heure
et puis le gagnant, il y a Roman Reigns qui arrive, et puis finalement, c'est Roman Reigns qui gagne. Est-ce que c'est pas un peu trop prévisible? Est-ce qu'on n'est pas sur est-ce qu'il va pas y avoir une très grosse surprise, quoi? Roman Reigns qui perd, ou je ne sais quoi, ou une tierce personne qui intervient, qui vient foutre le sbull, je ne sais pas, genre Strowman ou je sais pas qui. Tout me paraît possible là. Donc, mais gagnant de la cage, à mon avis, celui qui a le plus intérêt à la gagner et qui serait le plus logique, c'est Cesaro, ouais. Ouais, Cesaro pour un losing effort contre Roman Reigns. J'ai bien envie de me ranger à ton avis. Ouais, clairement, Daniel Bryan, je le sens pas, Daniel Bryan. Hein. C'était comme le Rumble. Hein. J'ai l'impression qu'il est là pour faire le nombre. Kevin Owens, ça pourrait être jouable. Et même gagner le titre derrière. Encore une fois, on peut y rêver. Ça, je dirais oui, bien sûr. Mais je pense pas qu'ils vont aller jusque-là. Et les 3 autres, bon, clairement, ce serait la grosse surprise si c'était un des 3 autres. Ah oui. Des 3 méchants, c'est pas impossible, hein, ils nous ont déjà surpris depuis différentes manières, mais ça pourrait être l'occasion effectivement de faire le tour sur Cesaro. Hein, il gagne le truc, il a son gros push, quoi, mais ça s'arrête net avant Mania, parce qu'ils vont pas quand même l'envoyer en main event à Mania, hein, Cesaro, j'y crois pas trop. Hein. Non, moi je suis d'autant plus convaincu que ça va être Edge. Edge Roman Reigns, hein, c'est la feud qui est la plus écrite en ce moment, pour le moment. Hein, je pense que Edge, il retournera plus à NXT. Donc, mais mine de rien, il reste 2 pay-per-view, hein, on l'a dit, il y a encore Fastlane, donc le gagnant du SmackDown Elimination Chamber qui perd ensuite dans la foulée, comme tu as dit, un beau losing effort. Après, il gueule en disant quand même, c'était pas facile après 5 autres adversaires, et puis il a son title shot. Il a son shot à Fastlane, et puis après, on enchaîne avec Edge, et puis voilà. Mais allez, partons sur Cesaro. Allez. Géliel donnait Kevin Owens, lui. Mais lui, il va Owens gagner le titre en plus. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Ce serait aussi une belle histoire. Bien belle histoire. Même c'est ce que je préférerais voir en vrai. Ouais, c'est vrai. Et il nous reste Elimination Chamber de Raw. Ouais. Alors, qui c'est qu'il y a là-dedans? Il y a Randy Orton, AJ Styles. Je rigole parce que je vois Jeff Hardy. Ouais. Kofi Kingston, Sheamus et donc le champion Drew McIntyre. Oui, alors c'est marrant, nos 2 camarades qui ont pronostiqué, donc notre petit pro machin et Jeliel, ils voient pas Drew, et je suis assez étonné. Il y en a un qui voit Sheamus et l'autre qui voit AJ Styles ou Randy Orton, ça c'est pro machin. J'avais pas vu, c'est. Moi je suis un petit peu là, c'est pareil, hein, parce que Drew il est tellement dominant depuis 1 an que gagner un Elimination Chamber match, ça semble correspondre. Et comme on est dans la road pour WrestleMania, putain, pourtant ils sont bons, hein, autour, mais je vois pas Kofi, je vois pas Jeff Hardy du tout. AJ Styles dans un bon, mais bon, il a l'air d'être plutôt le partenaire idéal, quoi, pour une belle rivalité. Orton, il est toujours plus ou moins lié à The Fiend et à Alexa Bliss, tout ça. Moi, c'est ma plus grande peur, c'est qu'on se retrouve encore avec Bray Wyatt qui débarque dans la cage, là, genre la lumière qui s'éteint et puis on se rallume, et puis il est là au milieu, il a réussi à rentrer parce qu'il passe entre il peut devenir vaporeux, tout ça. Mais moi, je vois pas grand monde à part Drew, en fait. Et en même temps, comme dirait l'autre, comme dirait le président, puisqu'il perd jamais Drew et qu'il gagne contre tout le monde en solo, où est-ce qu'il pourrait perdre sinon dans un match comme ça? Donc c'est pour ça que moi je vais pronostiquer Drew, mais Jeliel a parié Sheamus. Si Sheamus bat l'Irlandais et prend le titre pour qu'il parte en feud jusqu'à Mania, moi je suis chaud. Hein. Ouais, je vois. Je suis un peu comme toi, moi je vois personne. C'est chaud, hein. Pas de Drew. Sheamus, il a un bon avantage d'arriver en dernier. Ouais. Mais est-ce que c'est pas un peu trop prévisible parce qu'on le sait déjà? Je le vois pas trop prendre le titre, même s'il a déjà eu. Il a déjà gagné le titre une fois à un moment donné où on s'y attendait pas. Quand il était Monsieur Money in the Bank, il avait pris le titre à Roman Reigns. Tout le monde a oublié ce règne, mais ça existait.
AJ Styles, je me dis, c'est pas impossible qu'il l'envoie comme champion à WrestleMania pour un peu le remercier du match contre le Taker l'année dernière. Ouais, c'est vrai. Parce que c'était un peu le main event de Mania, c'était un peu ce qui a sauvé le show. Mais je pense que je vais rester sur Drew McIntyre. Je vois quand même bien Drew McIntyre remporter le truc. Surtout que de l'autre côté, finalement, il n'y a pas de champion dans l'Elimination Chamber, donc tu aurais l'image d'un champion qui conserve son titre. J'espère que ce sera pas Orton, honnêtement. Jeff Hardy, je vois pas qu'est-ce qu'il va faire là. Bah, Jeff Hardy, il va prendre assez vite un pin, je pense, mais bon. Kingston, je pense qu'il est là pour se faire attaquer par Mustafa Ali. Souvenons-nous que Kofi Kingston avait pris la place de Mustafa Ali dans la chambre. C'est pas con ça. Tu crois que Ali va lui voler sa place dans la chambre? J'espère voir ça. Je pense qu'il y aura beaucoup de scénarisation dans cette Elimination Chamber, parce que je vois bien quand même le film faire son retour aussi. Ah, ça me fait peur un peu. Ça peut être bien fait, mais fait chier, quoi. Je pense qu'on aura des surprises dans ce truc-là. Mais bon, je vais rester sur Drew McIntyre parce que je vois pas. Sheamus, j'y crois pas. J'y crois pas. Toi, j'aime bien Sheamus, hein, mais je pense que c'est un peu trop tard pour lui. Malheureusement. Mystère. Je sais pas à quel point ils ont confiance en Drew McIntyre. Les ratings de Raw sont pas terribles. Je sais pas si c'est le moment qu'ils vont en profiter pour lui enlever sa ceinture, mais j'ai un peu l'impression qu'ils en ont rien à foutre des ratings en vérité. On a eu récemment on a eu les chiffres financiers, ça va bien quand même. Ça va bien. Ils font des records de bénéfices. Ils ont leur contrat à 1 milliard avec Peacock, là, puisqu'ils ont transféré le VVE Network sur Peacock, la plateforme de stream. Je pense qu'ils en ont pas trop quelque chose à faire grand-chose pour parler un petit peu mal français, de ces ratings. Surtout qu'il y a Edge qui est venu, ça a rien fait dans les ratings. Donc voilà, t'as beau ramener tes superstars du passé, ça fait pas bouger les audiences. Ça sert à rien de pénaliser Drew McIntyre pour ça, quoi. Ouais. Mais on va dire le WrestleMania plan, il est encore assez flou, hein, pour Drew, tout est possible et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, c'est du suspense. Du suspense. Donc bah voilà, j'espère qu'il y aura une belle prestation de tout le monde. Encore une fois, AJ Styles en embuscade. Mais allez, on reste sur Drew McIntyre. C'est parti. Mais on a, disons-le, on a 2 belles cartes, hein, je trouve, pour les cages. Hein. Ouais, écoute, ça va. Hein. Ils ont mis les gros calibres. Ce que tu peux faire de mieux avec le roster actuel, effectivement. Je trouve que l'Elimination Chamber, il est toujours mal placé. Je préférerais toujours, moi, le voir sorti du chapeau, comme ça, pour régler une rivalité où d'un seul coup, il y a plein de personnes qui sont impliquées, tout ça. Mais bon, ma foi, on fait avec. Hein. Ouais. Et là, Flap, pour le coup, quand même, l'affiche est quand même pas mal. Voilà. Ils ont décidé à Raw que ça serait que des anciens champions WWE. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que on aurait pu avoir Braun Strowman, on aurait pu avoir Keith Lee, justement. Ils sont un peu. Du coup, c'est vrai qu'on a Jeff Hardy et Kofi Kingston, qui vont sûrement s'amuser à grimper sur une cage et à sauter du haut de la cage, mais c'était peut-être l'histoire racontée là d'avoir que des anciens champions et pas très intéressant parce que tu sois ancien champion du monde, si t'as 45 ans et les genoux qui grincent, t'es plus très impressionnant, quoi. Bah, Strowman a été champion, mais Universal, ouais. Oui. Bah, il est malade, hein, ce Strowman, en fait. Il a eu une infection du sang et tout ça, c'est pour ça qu'il était pas. Qu'il était mis de côté, et je pense qu'il n'est pas encore assez en forme pour. Pour catcher, peut-être pas de suite, pour catcher, ouais. Keith Lee, bon, ils l'ont envoyé sur le titre US. De toute façon, Keith Lee et Riddle, il y a du boulot encore avant qu'ils puissent nous. Mais quoique, dans la chambre d'élimination, il pourrait être pas mal. Hein. Il aurait pu, ouais. Ouais, ça aurait pu envoyer du bois. À la place de Jeff Hardy, par exemple. Enfin, Jeff Hardy va peut-être nous faire il va peut-être se tuer comme ça. Peut-être faire une belle perf. Voilà. Bon, bah voilà, hein. Tout ça se goupille plutôt bien. C'était Elimination Chamber. Les paris sont faits. Alors, on vous rappelle qu'on est dispo donc sur YouTube, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est aussi sur Twitter, c'est @catchupcdc, sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. Et si, encore une fois,
Voilà, n'hésitez pas à commenter ici sur YouTube, à mettre des pouces et à vous abonner, cocher la petite cloche, tout ça pour être averti dès que on a une nouvelle émission qui sort. Hein. Je vous rappelle qu'on a en ligne la review de NXT TakeOver Vengeance Day. Tout savoir sur ce qui se passe dans le show jaune, avec notamment un main event entre Finn Balor et Pete Dunne. On a aussi Retro Catch-up qui est toujours en ligne avec notre review du Royal Rumble 2011. Voilà, on fait dans les oldies aussi. Ouais. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on review, je sais pas moi, on essaye de faire des anniversaires, donc si vous voulez le WrestleMania d'il y a 20 ans ou le SummerSlam d'il y a 15 ans ou un truc rigolo durant l'année, nous on s'y colle, on va chercher nos vieilles VHS, on les rebobine avec un petit crayon et c'est parti. C'est parti, moi j'ai encore un magnétoscope qui tourne, il n'y a pas de souci. Et la review du Rumble de cette année aussi est en ligne. Eh ouais, bien sûr. Tant que vous y êtes, allez checker aussi nos awards de l'année 2020. C'est aussi en ligne sur YouTube. Voilà, écoute, mon bon Raphaël, merci beaucoup d'être venu. Ça s'est passé de peu que je fasse ça tout seul, mais je suis très content d'avoir fait ça avec toi. Mais moi aussi, ça fut un plaisir. Alors là, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai été souvent le host, mais alors se faire hoster comme ça et suivre le fil de ton déroulé, c'est d'un plaisir incroyable. Oh, c'est trop d'honneur, mais c'est surtout un plaisir d'entendre tes analyses qui sont toujours aussi pertinentes. Oh, merci. Voilà, après tous ces jets de fleurs, il est tout simplement de se dire à bientôt. On se retrouvera pour l'Elimination Chamber. On va vous décortiquer tout ça. Et puis après, on partira dans la route des weekly vers Monday Night Raw, SmackDown. Je pense qu'on fera un arrêt par Revolution de la All Elite Wrestling. Si on a le temps, on va croiser les doigts, on va essayer de le trouver, on va le créer ce temps. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a plus qu'à vous dire une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon footing, une bonne vaisselle. À bientôt. Ciao, ciao. Et un bon dimanche dans la chambre de l'élimination. Ciao, ciao. Peuple de catcheur. Pas gueuler peuple de catch-up parce que les voisins ils tard là, tu vois. Ouais, c'est de la SMR. Peuple de catcheur.